Mirador. Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. Forcément, la parole est directe avec lui. Lui, c'est notre invité précis du jour, monsieur Mamoudou Nanyale Barry, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Il va à présent répondre aux questions des chroniqueurs et investigateurs de Mirador. Bonjour à vous, monsieur le ministre. Bonjour, grand frère. Bienvenue. Merci. Merci de répondre à notre invitation. On ouvre cette interview avec vous, Talibé Barry. Monsieur le ministre, depuis bientôt 10 mois, le CNRD est aux affaires. Quel bilan à mi-parcours pourriez-vous tirer de la gouvernance CNRD? À votre avis, les choses vont-elles dans la bonne direction, bien qu'étant ministre de la République? Ouais. Je ne suis pas très bien placé pour juger l'efficacité des actions. La précision, bien qu'étant ministre de la République. Ouais. Mais d'abord, parce que oui, c'est important, un ministre, c'est une fonction politique, oui, M. Barry. Je suis convaincu entièrement que les choses vont dans la bonne direction. Okay. Et que la volonté du CNRD est infaillible pour la refondation de la Guinée. Ça va prendre un peu de temps parce qu'il faut aller avec prudence, il faut aller avec méthode, mais je suis convaincu qu'on va dans la bonne direction. Hein? Oui, mais monsieur le ministre, qui est très bref. C'est trop vague. Oui, c'est trop vague, on ne comprend pas. Bref, donc dans quel secteur en fait on peut ressentir les avancées positives globalement? Je pense que dans presque tous les secteurs, je vais citer certains bien sûr, mais je pense que sincèrement dans tous les secteurs, on va dans la bonne direction. Vous sentez certainement le changement dans plusieurs secteurs avec les travaux publics. Nous sentons tous, c'est facile de sentir ce qui se passe dans les travaux publics, les routes, surtout entre les villes, on sent que ça s'améliore largement par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années. Au niveau de la fonction publique, le nettoyage continue bien. Au niveau de l'enseignement, il y a de très bonnes choses qui sont en train de se passer. C'est que tout le monde n'est pas content du résultat des examens, mais c'est le résultat, c'est le bilan de ce qui est devenu notre système éducatif. Dans quelques années, peut-être dans un an, on va aussi juger ce que le CNRD a apporté au système éducatif. Et dans le secteur de la santé, peut-être qu'on ne sent pas bien, mais il y a des travaux structurels qui sont en cours pour faire de donc un hôpital de référence. Si vous voyez qu'on n'a pas transféré tout le monde, c'est parce que le ministre veut que ça soit un hôpital rénové, non seulement en termes d'infrastructure, mais aussi en termes de système. Ça va prendre le temps que ça prend, mais c'est en cours. Dans le secteur de la pêche, on a réuni avec l'Union européenne, ainsi de suite. Donc, je pense qu'on va pays dans bouge. La justice, elle est là, elle est très claire. Il y a une indépendance claire qui est là. Moi, je ne connais pas tous les dossiers judiciaires, vous les connaissez mieux que moi. C'est en cours parce que le gouvernement ne se mêle pas. Donc, je pense qu'on est vraiment dans la bonne direction. Même si on soupçonne la CRIEF d'être une juridiction instrumentalisée et téléguidée pour régler des comptes politiques. En tout cas, une sorte de fouet qui est là, de chape de plomb qui s'abat, notamment que sur des politiques. Que répondez-vous? Votre regard sur l'action de la CRIEF? Ça, c'est un débat un peu plus politique. J'ai pas trop envie de donner mon opinion sur les questions judiciaires parce que je représente quand même un gouvernement. Ce qui est sûr, la justice, elle est indépendante. Et ce qui est sûr, ce sont les hommes politiques qui gèrent les nations. Si on doit faire la reddition des comptes, c'est effectivement les hommes politiques qui doivent rendre compte. Donc, je sais que il y a plus de chances pour un ministre comme moi de se retrouver devant la CRIEF que pour un directeur général d'une radio comme vous. Donc, c'est évident que ce seront les hommes politiques, entre guillemets, qui seront devant la CRIEF. Donc, les autres débats, je ne peux pas en faire beaucoup. Bien, parce que on va aller rapidement, parce qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, sur les secteurs que vous dirigez aujourd'hui, un mot quand même sur le colonel, l'homme du 5 septembre. Certainement que vous le connaissez, vous l'avez côtoyé. Est-ce qu'il incarne, est-ce qu'il est porteur il est suffisamment porteur de ce projet de refondation qu'il porte lui-même? Est-ce qu'il est à même de réussir ce pari, à votre avis, après quelques mois de collaboration avec lui? Oui, le président de la transition, le chef de l'État, c'est l'homme qui travaille nuit et jour. Il travaille tous les jours tard. C'est pour ça que les décrets sortent tard la nuit, parce qu'il est en train de travailler. On nous dit qu'il dort peu. Il dort
peu, il a du mal à trouver son sommeil. C'est nous-mêmes qui disons, dites-lui de dormir, de se reposer. Parce qu'il s'est dit qu'à la fin de cette transition, il veut être fier de dire que avec mes équipes, nous avons pris ces risques. Nous avons pris les destinées de cette nation. Voilà ce qu'on en a fait. Dans 20 ans, il veut que quand ses enfants lui demandent « Papa, vous avez été là-bas. Est-ce que vous avez été capable de faire quelque chose de bien pour le pays ?» Qu'il puisse être à l'aise pour donner des réponses à ses enfants au peuple de Guinée. Je peux vous dire que sans aucune hésitation, je peux vous le dire, le président est engagé, il en a les capacités, il en a la volonté. Il en a la volonté. Et je suis convaincu qu'il va le réussir. Bien. Oui. On poursuit. Très rapidement. En parlant de président qui ne dort pas la nuit, je rappelle qui dort peu. qui ne dort On n'a pas. pas dit pas, hein, c'est Bien. Qui dort peu la Il a le nuit. sang dans le corps. Ça peut être des raisons stratégiques Qui dort aussi. peu la Bien. nuit. Quand on fait un coup d'État, on est censé très peu dormir la nuit pour plutôt dormir la journée. Bien, on va aller très vite Comme on sur n'a pas, on n'a pas beaucoup de sur les temps, questions politiques. ouais. Parlons de l'agriculture. Bien. Il y a un porte-parole du gouvernement Bien. mieux adapté pour Ouais. répondre aux questions globales, stratégiques du gouvernement. Ouais. Mais un Beaucoup mot tout plus de même, sectoriel. sur le dialogue. Mais tout de même, Aboubacar, faut faut pas que le ministre nous dise que le président de la République ne dort pas. S'il dit Non, ça, il n'a pas dit ça. Je vais pas. Ne dort pas beaucoup alors. Ne dort pas beaucoup alors. Je vais jamais laisser, comme ma présence, on dise des choses que je n'ai pas dit. D'accord. J'ai dit. Alors je réaménage mon propos. J'ai dit bien, le président travaille tard la nuit. Ah, il dort peu. Il dort peu. Le président travaille tard la nuit. Et il dort peu. Quelquefois. Si vous dites ça à un psychologue, il va fuir. Hein. Il Non, va fuir la Guinée. Il va fuir la Guinée. Il est de psychologue. hein. Chaque fois qu'on vient, il Oui, dit non, qu'on non, trouve un si vous psychologue. dites à un psychologue qu'un président de la République On va dort aller peu, très vite. il va fuir. Merci. Oui, oui. Non, c'est Mamadou, juste pour, oui, je comprends. Bon. Pour briser la glace. Oui, Pourtant, c'est Mamadou. moi qui ai soulevé la question. Bien, Je n'ai pas Mamadou. terminé. On va aller vite. Je voulais dire que Kassouri disait la même chose d'Alpha Condé. En fait, j'ai voulu savoir en fin de compte, est-ce que tous les présidents dorment moins la nuit? Bref, pour parler du concept de refondation, vous savez, ça a été cette volonté que le président Mamadi a affichée. Évidemment, tout le monde aime ce concept de refondation, de rectification, mais on a senti en fait que il est tellement générique, vague, que ça peut aller au-delà de la transition ou de 2 ans, mais il a la volonté comme d'arriver à bout de toutes ces grandes actions qu'il entamera. Est-ce que là-dessus, vous pensez que cela est obligatoire, que vous terminiez ce que vous aurez forcément commencé comme action de refondation selon les différents secteurs d'activité? C'était vraiment ma question sur ce concept de refondation. Dans le mot refondation, la racine c'est fondation. La fondation c'est qui est la base. Ce que M. le Président dit avec le CNRD, c'est créer les bases d'une nouvelle Guinée. Et c'est lui qui veut créer les bases. Si c'est un étage R+10, il dit clairement, je ne suis pas là pour faire les 9 autres étages, je suis là pour mettre la base. Et dans la période de la transition, il est bien possible de donner un nouveau départ à la Guinée. Ça, c'est dans la tête, c'est clair dans la tête de tout le monde. Non, c'est le gouvernement comme au CNRD. Le mot refondation, encore une fois, le mot principal c'est fondation. La fondation d'un immeuble, on connaît, c'est la base. Refaire la fondation. Effectivement, donc c'est ce qu'il est en train de faire, donner un nouvel élan à la Guinée. C'est ça aussi une transition. Sur l'ensemble des plans, c'est ce qu'on essaie de faire. Et je pense que nous sommes sincèrement dans la bonne direction. Vous avez milité au sein du FNDC, le mouvement anti-troisième mandat, donc qui aujourd'hui n'est pas content de la manière dont les choses sont, la transition elle est menée. Et la semaine dernière, elle menaçait de descendre dans la rue, et il menaçait plutôt le mouvement. Et c'est encore sous la table, cette menace, elle est sous la table. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de tout le processus de dialogue qui est en panne et sur lequel le Premier ministre tente de reprendre la main? Je pense que globalement, les choses se passent bien. Le FNDC, en tant que mouvement de la société civile, est dans son rôle de faire les activités de la société civile. Ouais. Mais avec le gouvernement, moi je suis convaincu, ce sont mes amis, la direction que nous sommes en train de prendre est la bonne direction. Nous avons toujours besoin d'écriture constructive, que ça vienne de la société civile ou des partis politiques, on en a besoin. Mais nous allons dans la bonne direction. Nous sommes convaincus qu'il faut concerter les Guinéens, il faut dialoguer les Guinéens parce qu'on agit en tout cas sur l'ensemble de la Guinée. Donc le dialogue continue, les constatations continuent. Je pense que tout se passe bien. Je suis convaincu que les menaces de manifestation, ne faut pas craindre quand même un basculement de la transition. Nous travaillons dans une grande sérénité.
nous pensons que les Guinéens vont se comprendre. Bien. Nous sommes comme Mais une monsieur le nation. ministre, vous, Il est un ancien- peu bavard hein, vous, sur ancien les questions membre- politiques. Vous, Non? ancien membre du FNDC, j'imagine que pour amener le FNDC à desserrer le taux, on peut se rappeler que vous avez été membre du FNDC et solliciter que vous intervenez auprès de vos anciens collègues. Est-ce que vous êtes impliqué à comment dirais-je, Non, il y a, Monsieur le il- ministre, il y a des ca- il y a- vos bons il y a des cadres très compétents. Nous avons un bon ministre de l'administration du oui, mais il y a le territoire relationnel, il y a le relationnel qui peut fait bien son parfois- travail. Nous avons un premier ministre qui fait très bien son travail. Bien. Sincèrement, C'est de leur compétence. moi j'ai beaucoup à faire avec les agriculteurs avec- et mon engrais. Bien. Bien. C'est On va comme ouvrir à présent donc le chapitre chapitre économique pour lequel il est là d'ailleurs au sujet donc des secteurs de l'agriculture, de l'élevage. Akumba. Mais moi, avant cela, si vous permettez, je suis toujours désordonné. Bien. Vous allez l'accepter. Puisque la question était prévue, c'est-à-dire la question sur la réussite éventuelle du colonel Mamadi Doumbouya, la réussite de cette transition. Moi, j'aimerais quand même interroger M. Nanyalem Bari sur des trucs qui se racontent un peu, peut-être des discussions, des bars. Il s'est dit souvent que M. Nanyale, du point de vue famille, est proche du colonel. J'aimerais bien avoir de sa version à travers leur famille maternelle. Ce n'est pas très important, mais ça permet quand même de clarifier certaines choses qui se racontent. Bien. Et puis, si tel était le cas, si vous aviez des liens de sang, puisqu'aujourd'hui vous avez des liens politiques et des liens d'intérêt qui pourraient vous amener à travailler de sorte qu'il ait la vérité et qu'il réussisse, si tel était le cas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, M. Nanyale Bari, vous allez vous efforcer afin qu'autour du colonel Mamadi Doumbouya, que des égoïstes ne soient pas couronnés de succès et que des conformistes introvertis soient jetés en prison? Bon, d'abord, autour du président de la transition, il y a des personnes dévouées qui l'aident à faire son travail de refondation. Maintenant, Donc il n'y a pas de parti toxique autour du colonel, comme l'a dit le FNDC. le colonel que je connais ne laisse pas de partis toxiques à côté de lui. Quand il envoie, il s'en débarrasse. Vous avez vu les preuves. Il s'en débarrasse très rapidement. Donc, en plus, les autres trucs, comme vous l'avez dit, des bars, il faut qu'on les laisse dans les bars. Le colonel ne me connaissait pas avant le 5 septembre. Donc, Très bien. il m'a vu, il m'a écouté, il m'a fait passer à travers un process. Après, il m'a donné sa confiance que j'essaie de mériter. Bon, ce qui se dit Donc dans les aucun bars, lien, hein. ça va continuer dans les bars. Je dis Aucun bien, lien de famille, il ne hein. me connaissait pas avant le Mais 5 peut-être qu'à septembre. l'épreuve de pouvoir, certains liens peuvent se Il révéler, monsieur le ministre. m'avait jamais vu auparavant. Je l'avais jamais vu à part à la télé. Bien. Donc ça, c'est des choses très claires. Mais les débats des bars, il faut que ça continue là. Bien, pour lancer proprement cette interview proprement dite, moi je m'intéresse à votre siège. J'y suis allé il y a quelques jours. C'était ma première fois. Je voulais pas Oui, le c'est recevoir, important. là, Oui, oui, parce que j'ai toujours entendu dire que le bâtiment, le siège du ministère a été rénové à coup de, Vous avez entendu à coup dire de ça? milliards. Quand? Oui, Quand? bien sûr, sous Alpha Ok, Condé. sous Alpha, ok. Et que ce chantier avait été porté par Kiri Dibangoura, qui était ministre intérimaire de l'agriculture à un moment donné. Ensuite par l'ancienne ministre Mariam Kamara. Et moi, j'ai pas vu de grand luxe dans ce département, dans les locaux, dans les couloirs. Et comment peut-on comprendre cet état des faits? Est-ce que vous avez fait l'état des lieux de la rénovation du bâtiment qui aujourd'hui n'est pas dans un état des plus reluisants, de mon point de vue? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. À part le bureau du ministre, le reste du bâtiment, c'est pas le confort. C'est même un peu honteux. Je le dis, quand mes visiteurs disent que mon bureau est joli, je dis mais c'est honteux, les bureaux des autres, c'est pas joli. Ouais. Donc, je sais vraiment pas, on a mis beaucoup d'argent dans ça, où tout cet argent est parti. Bon, dès qu'on parle de ça Vous avez fait l'état des lieux? Eh oui, j'en viens tout de suite, mais dès qu'on parle de ça demain, on va dire que la CRIEF cible les hommes politiques, parce que ceux qui ont géré là-bas sont des hommes politiques. Bien. Il faudra qu'on en parle forcément. Ouais. J'ai tellement fait d'état de lieu au niveau du ministère sur l'argent qui est parti dans l'air qu'à un moment, je me suis dit, ben, si je n'arrête pas, je vais devenir un auditeur ou un inspecteur. Ouais. Je ne suis pas là pour ça. Ouais. J'en ai tellement fait. Et même le PM m'a dit un jour, Barry, il y a tellement de problèmes là-bas qu'il faut te concentrer sur l'avenir, faire venir les spécialistes pour regarder les anciens problèmes. Sinon, tu n'auras pas le temps de te copier de l'avenir. Ouais. Parce que, qu'on aime le président Alpha Condé ou pas, il a mis beaucoup d'argent dans le secteur agricole. Ouais. Il en a mis énormément. Ouais. L'argent n'est pas allé À là bonne où ça devait destination. aller. Ouais.
Ce qui est très dommage. Mais sur la rénovation du siège, quand même, qu'est-ce que vous avez trouvé est-ce qu'il y a des responsabilités à situer de part et d'autre? Non, sincèrement, quand on arrive à des choses douteuses, on les transfère aux autorités compétentes pour les regarder. Que vous connaissez l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'État, l'agence judiciaire. Ouais. Sincèrement, on les transfère. Et même hier, j'avais un dossier sur ma table que je dois transférer encore aux compétents. Ouais. Dans d'autres cas, on est en train de recruter des auditeurs externes pour regarder en détail ce qui s'est passé. Parce qu'il y en a tellement au ministère de l'Agriculture. Bien. On va aller. Au moins, à combien vous a-t-on déclaré la rénovation du siège de votre département? Oui, sincèrement, on m'a parlé de 13 milliards. 13 milliards. Ce qui fait rire en Guinée. On te dit 13 milliards pour rénover un bâtiment dont tu peux construire 3 avec le même montant. Ouais. Okay, c'était mieux de casser tout le bâtiment et de reconstruire un autre bâtiment plus grand avec 13 milliards. Mais on est en Guinée. Je le dis aux gens, et le président a pris un exemple comme ça devant moi. Quand souvent c'est l'argent de l'État, on le dépense n'importe comment. Ouais. Quand c'est notre propre argent, on ne dépense pas comme ça. Ouais. Moi, j'ai ma maison ou j'ai mes maisons. Je sais que toutes les maisons que j'ai ne m'ont pas coûté 13 milliards. Ouais. Et là, quand je les mets ensemble, c'est plus grand que ces ministères-là. Ouais. Ça ne m'a pas coûté 13 milliards. Ouais. Donc, quand tu m'envoies, j'ai un contrat de 26 milliards pour me faire une rénovation. Un R+6, non, un R+6. Je dis, 26 milliards pour un R+6, ouais. Et c'est trop comme argent. Je peux en faire 2 ou 3 avec cet argent-là. Et finalement, tu ne le signes pas. Ça te fait perdre un temps parce que tu as fait un processus qui t'a pris 3 mois. Après, tu es venu. Le moins 10 ans était extrêmement cher parce que les gens sont habitués à ça. Ouais. Tu dois reprendre tout le processus. C'est fatigant. C'est fatigant. C'est fastidieux. La surfacturation. Ouais. Ça asphyxie le pays. Mamadouri. Alors, monsieur le ministre, il y a 2-3 jours, on a entendu parler d'une affaire de détournement de 13 milliards au génie rural. Il y a déjà 2 versions. Est-ce détournement ou est-ce incompréhension entre ceux qui ont effectué ces dépenses et vous, le ministre, ce décaissement, et vous, le ministre de l'Agriculture. Ouais. À date, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? On entend parler du fer également dans ce dossier. Quelle est la vérité? Qu'est-ce que vous en savez à date? Oui, votre question, elle est extrêmement pertinente parce que là, il faut des spécialistes pour dire s'il y a eu détournement ou s'il y a eu juste incompréhension. Ce qui est sûr, le directeur du génie rural a autorisé des paiements. Moi, je n'étais pas au courant pendant que j'avais donné des instructions de ne pas sortir du courrier du ministère sans que je sois au courant. Ouais. Donc, voilà, pour autoriser ces décaissements, il faut faire un courrier pour dire au fer, autoriser ces décaissements. Donc, après, quand j'ai vu que des courriers sont sortis, je me suis intéressé aux courriers qui sont sortis parce que c'était contre mes instructions. J'ai vu qu'avec ces courriers, on a fait des décaissements. Donc, ce qu'il faut préciser d'abord, ce n'est pas le budget du ministère de l'Agriculture, c'est que les pistes rurales que le ministère fait sont souvent financées par le FER. Donc, c'est le budget du ministère des Travaux publics. Ouais. Sauf que c'est nous qui faisons tout, c'est nous qui les demandons de payer. Ouais. Donc, celui qui est DG du FER ne sait pas que moi, j'ai interdit à mes cadres d'envoyer des courriers. S'il reçoit un courrier, il doit payer. Il n'est pas fautif. Ouais. Maintenant, est-ce que mon cadre a fait ça pour des raisons personnel, d'enrichissement, je ne sais pas. Il faut que je regarde la régularité de ça. Je ne suis pas spécialiste de ça. Donc, il est passé au conseil de discipline pour avoir violé une instruction de son ministre. Maintenant, est-ce qu'il l'a violé pour s'enrichir ou pas? Ce sont les autorités compétentes du ministère des Finances ou des autres départements qui vont préciser ça. Est-ce que d'ici là, monsieur le ministre, sur ce point-là, est-ce que d'ici là, vous pouvez nous permettre de comprendre quels sont les termes du manuel de procédure régissant la gestion des fonds sur lesquels vous aviez demandé de ne pas faire un décaissement? Est-ce qu'on peut connaître un peu les grandes lignes du manuel de procédure pour savoir est-ce que... Encore une fois, je demande à mon frère Fakoumba de ne pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, j'ai dit... C'est une question qui vous a posé. Je n'ai jamais dit dans cette salle-là que j'ai interdit les décaissements sur le compte. J'ai dit simplement que j'ai dit à mes cadres de ne pas sortir de courrier sans que je sois au courant. D'accord. Alors, un courrier qui sort pour demander un décaissement, je peux le voir. J'ai dit sortez le courrier. Mais je veux que quand un courrier sort de mon département, comme dans tout département organisé, que je sache que tel courrier sort. Il y a beaucoup de courriers qui viennent. Monsieur, donc, encore une fois, j'aimerais insister parce que je veux l'avoir de vous. Est-ce que vous pouvez partager le contenu du manuel des procédures sur la gestion des fonds qui sont incriminés aujourd'hui? Juste le manuel des procédures.
pour savoir est-ce que le directeur avait autorisation ou avait les prérogatives de surpasser à vos instructions. Je pense qu'il faut que le français soit un peu clair. J'ai dit en tant que ministre de la République, j'ai dit dans mon département que pour faire sortir un courrier, il faut qu'il sache le courrier qui sort avant que ça en sorte. C'est-à-dire, indépendamment des procédures classiques. Je dis encore, je suis le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Ouais. Tout courrier qui sort de mon ministère, je dois en connaître le contenu. Et ce jour-là, quand j'ai pris la décision, j'étais à la table avec des collègues de la Banque centrale. C'est comme ça à la Banque mondiale. J'ai dit, mais à la Banque centrale, c'est comme ça. Non, ils ont dit que c'est comme ça. Quand un courrier doit sortir des films, c'est mieux que le DG des films sache que tel courrier sort. Même s'il est signé par le directeur marketing ou un autre directeur, qu'il sache que tel courrier est sorti parce que ça sort au nom de son entité. Bien sûr. J'ai bien dit qu'il est passé au conseil de discipline pour avoir violé cette instruction. Qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier? Et il s'est avéré qu'en violant cette instruction-là, c'était pour faire sortir de l'argent. Vous voyez tout ce qui crée le doute. Donc c'est de l'insubordination. Encore une fois, exactement, vous faites de l'insubordination qui conduit à une sortie d'argent, de montants importants. Donc d'où des suspicions de détournement. Dont l'inspection générale des finances va faire la vérification et la précision. Alors, encore une fois, monsieur le ministre, je n'ai pas eu un début de réponse sur ma préoccupation. Et puisque vous êtes là pour m'aider à avoir la vraie information, quel est le contenu du manuel de procédure sur cet aspect-là? Qu'est-ce que le manuel de procédure prévoit? Monsieur Yacoumba. Parce que c'est le manuel de procédure qui conditionne la gestion des fonds mis en place par des partenaires techniques et financiers, mais aussi par le budget national. Ouais. Quel est le manuel de procédure? Qu'est-ce qu'il prévoit? Monsieur Yacoumba, encore une fois, ce qui est important ici, un manuel est peut-être signé par un directeur ou un chef de projet. Je parle d'ici d'une décision d'un ministre. Un bailleur de fonds. Non, je parle du faire. Encore, je vais vous aider sur les bailleurs de fonds. Vous avez beaucoup d'idées un peu vagues sur les bailleurs. Je les connais largement mieux que vous, sans modestie. C'est une prétention de votre part. Bien, je vais vous aider. On va progresser. On va sortir de... On va essayer d'avancer, s'il vous plaît. Je vais aider mon frère. On peut sortir de la discussion stérile, mais c'est une prétention. Je vais aider mon frère avec ses fact-checking. En réalité, il ne check aucun fact, mais il donne l'impression qu'il les check. Mais je vais vous donner ça tout de suite. Là, il va te poser toutes ces questions. Je vais peut-être donner 30 minutes de plus pour que M. Yacoumba puisse poser toutes les questions qu'il a. Et je vais l'aider à comprendre les choses. Donc, je disais qu'on parle d'une signature d'un ministre de la République qui dit ne sortez pas de courrier de mon ministère sans que je ne sois au courant. Donc, si un courrier sort sans que je ne sois au courant, la personne passe au conseil de discipline. Et si il s'avère que cela a conduit à des sorties d'argent, le ministère des Finances va regarder si les sorties d'argent étaient normales ou pas. Bien. Alors, monsieur, Mamadou, un détail important. Ces près de 13 milliards étaient destinés à quoi? Est-ce que, selon vos informations, ils ont été dépensés et à quel effet, finalement? C'est là-dessus, justement, que j'allais poser aussi les questions. Oui, parce que les paiements concerneraient des projets. Des pistes rurales. En tout cas, des projets. Des réalisations de pistes rurales. Dont l'exécution était déjà arrivée à plus de 70%. Et qu'il fallait justement payer à ces projets-là ces montants. Et donc, comme il l'a dit, c'est le faire qui... Oui, ne faites pas donner les détails, parce que ça, c'est un truc qui sera vérifié par l'inspection. L'inspection générale des finances. J'ai pas envie... Sur le terrain. Oui, j'ai pas envie d'affecter surtout le jugement de ces inspecteurs-là. Si je donne mes positions, c'est comme si j'oriente un peu l'inspection. Vous savez que c'est pas une bonne chose de le faire. Sinon, je peux vous donner beaucoup plus de détails. Bien. Mais si je le fais, j'affecte un peu l'indépendance des... Bien, on va à présent s'intéresser au secteur de l'élevage avant l'agriculture. Allez-y, Cabinet Fofana. Alors, monsieur le ministre, il y a une vague de grippe aviaire. Dans le micro, s'il vous plaît. Un véritable désastre pour beaucoup d'aviculteurs. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises pour mitiger un peu ce fléau-là? Et puis, comment sauver donc la filière avicole? Oui, vraiment, c'est une vague qui nous touche tous. Ça nous affecte énormément. Moi, ça me bloque même dans mes politiques, dans le secteur avicole, qui est le deuxième secteur le plus important pour nous au ministère après la production rizicole. C'est la production avicole qui est notre deuxième priorité. Toutes les politiques qu'on a mises en place sont un peu suspendues pour maîtriser d'abord la grippe. Donc c'est vrai, plusieurs dizaines de fermes sont affectées par la grippe.
au moins environ... Et des centaines de têtes Oui, d'abattus. c'est ce que j'ai Abattus. dit, environ Des milliers abattus. Oui, environ 200 000. Ouais. C'est beaucoup pour notre secteur. Depuis qu'on a eu des suspicions de la crise, on a mis en place des commissions comme si c'était déjà réel. Ouais. Donc, ce qui nous a permis, grâce à Dieu, de ne pas sortir de la zone initiale de la crise. Parce que la crise a commencé à Koya et à Forêt-Caria. Et grâce à Dieu, on n'est pas sorti de la zone là. On maîtrise, on contient la crise dans la zone. Ce qui nous préoccupe, c'est que ça parte à Doubreka ou surtout que ça parte à Kindia. Ça Ouais. nous inquiète beaucoup. Ouais. Donc, des équipes sont mises en place. On a eu un problème de main-d'œuvre physique. Et le ministère de l'Enseignement technique nous a envoyé des étudiants. Et avant-hier, j'ai parlé avec monsieur le ministre délégué à la Défense pour envoyer le génie militaire parce qu'on a besoin de main-d'œuvre physique. Bien. Ça, ce n'est pas des choses techniques. Pour ramasser les fientes qui sont laissées par les animaux infectés, creuser des trous, les mettre dedans ou brûler, par exemple, les poules infectées. Ouais. On a un petit problème de main-d'œuvre qu'on est en train de régler. Donc, l'État a mis à notre disposition vraiment les moyens pour réagir à ça. Ouais. Et nous avons grand espoir qu'on va contenir ça dans cette zone pour ne pas que ça aille au-delà. Ah, Ouais. pour éviter une propagation. Ouais. Monsieur le Oui, ministre, Mamadou. en parlant de ce désastre, parce que ça en est un, évidemment, Ouais. on a réussi. Non, mais, acceptez, monsieur le ministre, quand même. C'est un terrible désastre. On a reçu On a reçu un monsieur ici. une dame. Un monsieur Mais ici. cette une dame, elle dame. était au bord Non. au bord des larmes. Le monsieur, J'ai reçu la dame aussi. Oui, Elle a permettez-moi. perdu entre 500 Le monsieur- et 600 millions selon elle. le alors monsieur- qu'elle venait de contracter un prêt bancaire. Vous me permettez, Ouais. le monsieur, lui, Qu'est-ce qui va être fait pour ces le gens? monsieur, lui, il a perdu, enfin, ce qui équivaut à 2 milliards pratiquement. Wow. Donc, c'était que les deux sur le plateau, mais il y en a beaucoup. Ma question, elle est simple. Au-delà si vous voulez, du dispositif de maîtrise de la Cette maladie, grippe, hein. qu'est-ce que vous envisagez, sans doute pour ces gens-là, Ouais. pour qu'ils se relèvent après? Parce que la dame, elle a perdu tout complètement. Ouais. Quand j'ai vu les infos sur la dame, je l'ai appelée immédiatement pour la rassurer un peu, mais elle n'avait pas pris le téléphone. Après, elle est venue à mon bureau. Ouais. Quand je lui ai dit, elle dit effectivement, elle avait vu mon numéro qu'il avait appelé. Ce que je leur ai dit et que je dis ici encore, c'est que nous allons faire tout ce qu'on pourra pour les accompagner. À date, je ne peux pas dire comment on va les accompagner parce que on n'a pas encore fini de maîtriser la crise. Donc, je ne connais pas quelle va être l'étendue de la crise. Nous n'allons pas faire des promesses qu'on ne peut pas tenir. Peut-être, on ne le souhaite pas. Mais je vous rassure que tous ces gens seront Ils accompagnés. ne seront par pas nous. abandonnés. Personne Mais, ne sera abandonné. vous avez semblé, selon nos informations, vous avez tenu à peu près le même discours à l'endroit de tous ces jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole qui ont vu leur plantation partir en fumée, Victimes notamment de pyromanes. victimes d'incendies ici et là, notamment en Basse-Côte. Et pour autant, ces gens-là attendent toujours une réponse de l'État à travers votre département. Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui nous fait dire que cette fois-ci vous allez vraiment soutenir ces... Je ne sais pas quel discours j'aurais tenu Mais devant ces ils l'ont gens. dit ici, ils ont dit on a la promesse du ministre de département la promesse comme de- quoi la promesse de faire quoi? de les soutenir. Oui, les soutenir comment? Après les ravages dont ils Non, ont été des dont choses- leurs plantations ont été victimes. Une chose très importante, nous avons réuni toutes les victimes de ces dernières années, souvent de 5 ans, de 10 ans, on les a tous réunis. Ouais. Comme personne ne l'a fait avant, parce que personne ne les a invités, nous les avons recensés nous-mêmes, on les a réunis, on leur a dit, bon, vous avez été victime de ça, ça et ça. La première chose d'abord, nous sommes prêts à faire des enquêtes. On a vu le procureur Charles Wright, on a envoyé la gendarmerie, la police, ça n'avait jamais été fait. On a mis une équipe de riposte quand des choses comme ça se passent, ça n'avait jamais existé. Aujourd'hui, on les aide à porter plainte pour que la justice soit rendue. Grâce à nos activités, une personne a été arrêtée et a reconnu, même été en prison. Grâce à nos activités, ça n'avait jamais été fait. Ouais. Donc, encore une fois, il y a un qui peut témoigner, on est déjà en train de voir comment les accompagner. Ouais. Mais encore une fois, ce que je leur ai dit, et je le répète ici, nous avons la volonté de les accompagner, mais nous n'avons jamais dit que toutes les victimes de feu, on va faire X ou Y pour vous, parce que si nous disons ça, nous ne pourrons pas maîtriser. Toute la Guinée sera victime de feu, et on n'aura aucun moyen de maîtriser ça. Bien. Oui, Akouma. Monsieur le ministre, sur la grippe aviaire, j'aimerais comprendre, est-ce que vous ne pouviez pas mettre en place des petites subventions pour ces victimes-là,
des acteurs économiques qui ont emprunté de l'argent auprès du système financier en place. Et vous connaissez combien de fois le système financier est rigoureux sur certains aspects. Est-ce que pour maîtriser cette situation-là, il n'aurait pas été d'agir au cas par cas au lieu d'attendre qu'il y ait d'abord la finalité de votre analyse technique avant de mettre en place des plans de riposte? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux, voire même plus approprié de procéder à des petites subventions et à gérer la situation au cas par cas? Parce que c'est une situation qui va affecter l'économie rurale de la Guinée. Comme je l'ai dit, quand on va finir de maîtriser la grippe, que la grippe finira, on aura un plan d'appui à ces personnes-là. Ces plans-là, il va être X, Y, Z. Sincèrement, ce n'est pas là-bas où nous sommes actuellement. Nous sommes sur la maîtrise de la grippe. Moi, je voulais d'un point de vue global, si tu permets. Monsieur le ministre, on a reçu ici un des aviculteurs qui dit que sa ferme a été rayée de la carte. Tout a été abattu et fermé. Déjà, on peut évaluer ce qui a été perdu au niveau de cette ferme pour permettre à ce monsieur de se relancer économiquement. Il ne peut pas se relancer actuellement parce que la zone est grippée. Donc quand tu mets quelque chose là-bas... La zone est infectée. Pas là-bas, mais ailleurs. Non. Une zone indemne, il peut décider d'investir dans une zone indemne. S'il doit aller dans une zone indemne, il doit faire de nouvelles infrastructures, il ne le ferait même pas. Ce n'est pas économiquement viable. Ce qui est viable, c'est attendre que la grippe finisse dans la zone et se relancer. Donc même si on donne de l'argent... Et l'État sera là pour l'accompagner. Nous serons là, 100%, sans aucun doute, nous serons là. Ça ne sert à rien aujourd'hui de donner de l'argent à quelqu'un qui a été victime parce qu'il ne va pas faire quelque chose avec. Donc, ce qu'on leur a d'ailleurs dit... mais monsieur le ministre, il doit nourrir sa famille. Ce qu'on leur a dit d'ailleurs, c'est que ce qui peut se faire actuellement, c'est la production de maïs. Parce que leur activité, le coût, souvent la moitié, c'est le maïs. C'est le maïs. On leur a dit qu'on est déjà prêt à les accompagner pour qu'ils commencent à cultiver le maïs comme ça s'est fait dans d'autres zones. Pendant que nous, on combat la grippe. Au moment où la grippe finit, ça trouvera qu'ils ont un stock de maïs et pour reprendre leur activité, pour leur demander. On leur a dit que s'ils sont intéressés à ça, on va commencer ça. Encore d'autres aviculteurs vont dire non, laissez ça d'abord, combattez la grippe. Ça discute beaucoup aussi dans le secteur. Ils ne s'entendent pas beaucoup, c'est un peu difficile. Mais c'est un secteur qui doit être réarmé, qui est confronté à beaucoup de difficultés. De manière globale, quelles dispositions chez vous, à votre département, au sein de votre département, pour ce secteur? Est-ce qu'au-delà de cette grippe aviaire, c'était un secteur qui était déjà en difficulté face à la mévente de leur production sur le marché? Oui, j'ai dit au début que les deux priorités du ministère de l'Agriculture sont le riz et les produits avicoles. Je l'ai dit au début. Donc ça n'a pas changé. Ce n'est pas à cause de la grippe, c'est parce que ce sont des secteurs stratégiques. C'est parce que notre pays dépense environ 400 millions de dollars par an pour faire venir des produits de ces deux secteurs-là. Et nous voulons réduire ça. Donc ça, c'était une priorité. Comment le faire? En termes d'affectation des ressources, ce que ce secteur avait et que le secteur a encore dans notre budget, c'est plus que le budget de tout le ministère de l'élevage de l'année passée. Très bien. Juste pour le secteur avicole. C'est qui est affecté à la filière avicole. Avicole cette année, c'est plus que le budget de tout le ministère de l'élevage de l'année passée. Pour vous dire que c'est un secteur extrêmement important pour nous. Si le maïs est notre troisième produit de priorité. Combien? Le maïs est notre troisième produit de priorité à cause de ces secteurs. Donc je disais aux gars du secteur que cette année, on n'avait pas moins de 100 milliards qu'on voulait dépenser uniquement dans le secteur agricole. Parce que c'est un secteur important pour nous. Ma question, monsieur le ministre, c'est comment aider ceux qui investissent dans ce secteur-là à faire écouler leur production? Parce qu'ils font face à la concurrence, à l'importation des œufs, disons les choses très très clairement. Je le disais. Ils font la production locale, mais ils n'arrivent pas à écouler leur... Ils sont à l'écoute. Ils vous écoutent à l'instant. Je leur ai dit, ils sont venus à mon bureau. Souvent, ils me prennent en otage parce qu'ils viennent, ils ne prennent pas rendez-vous. Oui, bien sûr. Je les ai reçus. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes un gouvernement de refondation. Nous sommes prêts à prendre les risques. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont évoqué le cas de ces œufs importés. Et alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils veulent qu'on interdise. Mais si on interdit, parce que moi je suis ministre, je dois aussi penser aux populations qui consomment ces œufs-là. Est-ce que vous n'allez pas augmenter de trop les prix? Ils ont dit non, on ne va pas augmenter de trop les prix, on va maîtriser les prix à X montant. Il dit ok, envoyez-moi un courrier dans lequel vous nous demandez d'interdire et vous engagez à maintenir les prix à un niveau... Et à approvisionner conséquemment les marchés. Le courrier n'est pas venu. Jusqu'à date? Non, il est venu il y a environ un mois. Ok. Il m'a envoyé un premier courrier dans lequel il n'y avait pas cet engagement. Je lui ai dit, mais
il faut quand même me donner un peu d'engagement. Je vais aller informer mes collègues parce que c'est pas moi seul qui ferme. Je le fais avec des autres collègues, dont le ministre du Commerce et du Budget, qui doit veiller au prix dans le pays. J'ai dit, il faut que vous me preniez un petit engagement quand même, que je vais montrer à mes collègues. Donc ils ont envoyé un deuxième courrier, il y a, en tout cas, pendant que la grippe aviaire était en cours, ils m'ont envoyé un deuxième courrier. Je pense que j'étais à l'intérieur du pays. Je leur ai dit, là, nous sommes dans une situation de grippe aviaire. Ces choses sont déjà contrôlées par l'État. Parce qu'on a dit que toute entrée d'eux doit être validée par l'État. Donc, sortons de la grippe là. Quand on sort de la grippe, comme je vous l'ai dit, nous avons le courage de prendre les décisions. On les prendra. Si vous n'êtes pas capable après de respecter, d'honorer votre engagement, on va ouvrir les choses. Bien. C'est là-bas où nous en sommes. Mais monsieur le ministre, on va progresser. Il y a une suspicion autour de l'origine de la grippe aviaire. On a reçu ici des agriculteurs qui disent, en tout cas, leurs soupçons portent sur ces œufs importés dont les alvéoles sont souvent recyclés vers leurs fermes, et c'est ce qui aurait été à l'origine de l'irruption du virus dans les fermes. Comme vous l'avez dit, c'est une suspicion. Donc il y en a beaucoup. Vous n'avez pas fait de recherche à propos pour en déterminer l'origine? C'est pourquoi je voulais en venir. Comme vous l'avez dit, il y a des suspicions. Nous sommes en train de travailler avec la FAO et nos équipes pour savoir quelle suspicion va conduire à la vérité. Parce que il y a le soupçon de la vaccination. Certains pensent quelqu'un a envoyé des vaccins, que c'est venu à travers des vaccins. Il y a le vecteur des animaux migrateurs, des oiseaux migrateurs. Certains pensent que ça serait ça à l'origine, d'autres pensent que ce serait les œufs. Maintenant, ce qui est sûr, les importations d'œufs sont contrôlées. Et ce qui est sûr, avant la grippe aviaire, les œufs venaient en Guinée. Pendant des années, les œufs venaient, on n'a pas eu de grippe. Peut-être que c'est ça l'origine. Ce que si on est en train de travailler sur ça avec tous les partenaires, parce que c'est un truc important, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que la grippe a frappé beaucoup de nos pays frontaliers. Le Sénégal, le Mali, le Burkina, la France. Souvent, les dégâts, c'est en dizaines de millions de têtes perdues. Donc, on n'est pas content de la situation. On essaie de la maîtriser. On souhaite que ça se limite à ce niveau. Et sincèrement, on fera tout ce qu'on peut. Tous les efforts sont faits dans ce sens-là. Parlons du programme d'insémination artificielle. C'est un programme auquel l'ex-président Alpha Condé tenait beaucoup, dont il parlait abondamment d'ailleurs. Quel est le constat aujourd'hui, depuis que vous avez été nommé à la tête de ce département en octobre? Est-ce que vous avez fait l'état des lieux par rapport à ce programme? Est-ce qu'il continue de progresser, d'avancer? Oui, le président Alpha Condé, encore une fois, a beaucoup aimé le secteur agricole. Donc, il a vraiment essayé de porter ce programme. Il a envoyé des gens qu'on a formés au Maroc. Des motos sont venues avec des kits pour faire les inséminations. Mais on a trouvé que toutes les motos sont gâtées parce qu'elles ont été garées et n'ont jamais démarré. Donc, les kits qui étaient venus étaient dégradés. Et on a mis d'abord une directrice très compétente, Mme Alimatou Sirando Diallo, pour relancer ça. Donc, elle a fait les études. Et pour bien relancer ça, il faut d'abord un centre d'insémination qu'on n'a pas. On n'a pas de centre d'insémination en Guinée que tout le monde a. Donc, c'est notre priorité, c'est de construire un centre d'insémination parce que les motos actuellement de l'insémination sont dans un garage au ministère. Il n'y a pas de centre. On avait appris à un moment donné que ce centre serait construit vers Beila. Je sais pas. Non, il n'y a pas de centre à Beila. Ce qu'on est en train de faire à Beila, c'est à la ferme de Famoïla qui n'a pas fonctionné. C'était une très grande ferme sous le président Sékou Touré qui ne fonctionnait pratiquement plus. Donc avec un jeune du secteur privé, on a relancé cette ferme-là. Cette année, on a commencé par 500 hectares qu'on est en train de faire là-bas. Et ça avance très bien. Il m'a envoyé des vidéos, il est en train d'herbicider ses produits avec un drone qu'on a acheté avec Tulip. Il est en train de moderniser le secteur agricole là-bas. Donc il va avoir une production importante de maïs, parce que même quand il fait l'insémination, les mises bas vont donner des veaux qui ont besoin de beaucoup manger pour donner la taille qui est souhaitée. Même quand tu fais l'insémination, tu n'as pas assez de maïs, ça ne donne rien. Il est en train de faire 250 hectares de maïs. Avec ces stocks de maïs-là, on va commencer à faire là-bas, mais à l'échelle vraiment de la ferme. Ce n'est pas un centre, c'est une ferme qui va faire de l'insémination. Il y a aussi donc l'objectif, c'est de mettre en place un centre. Mais le centre ne sera pas là-bas. Il sera où? Là, nous ciblons beaucoup plus la moyenne Guinée à cause de l'activité
pastoral très développé dans la zone. Ouais. Mais à date, on n'a pas fini les études pour faire le centre. Bien. Alors, on va s'intéresser aux abattoirs et boucheries. ouais, Bien, Mohamed Kaba. Je ne parle pas. Bien, c'est la Je pause. sais pas. C'est la pause, ouais. C'est la pause. Avec votre permission, monsieur le ministre, c'est la pause pour nos conseils achats, nos obligations commerciales. On revient. Tant et tant de questions à poser au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. Beaucoup de questions. À venir, la campagne agricole, Sogipa, et bien d'autres choses. Rapport avec la Chambre nationale d'agriculture, projet coton du côté de Kankan. Vol de bétail, plein de choses. Médecine vétérinaire pour filière animale. Bien, l'assiette est garnie avec les fruits et du maïs. Bien. Oui, la suite de l'interview avec Mohamed Kaba, des questions que le ministre va combiner avec celles de nos auditeurs. Oh, mais il faut d'abord préciser que je suis très bluffé par la sérénité de monsieur le ministre et la maîtrise oh du là sujet là, aujourd'hui. Mohamed. Oh là Oui, là. non, mais quand c'est bon, il faut le dire. Bien. Parce que là-bas au ministère de l'Agriculture, les gens sont dans l'intox. Le ministre voyage avec ses frères, ses cousins. Le Bien. ministre est entouré de sa famille. Ouais. Et je crois qu'il Non, a mais fait pas son le griot contraire. quand même, monsieur Non, Mohamed pas son Kaba. griot, Non, quand mais même. j'aurais là des faits qui sont Non, souvent quand même, Mohamed. qui sont souvent relatés. Mais redescends sur terre. Alors, monsieur le ministre, je viens aux faits qui sont sacrés dans le journalisme. Qu'en est-il aujourd'hui, monsieur le ministre, des abattoirs et des boucheries dans la capitale qu'on a créées? Quel est le constat et quels sont les projets en perspective? Et comme vous vous souviendrez qu'il y avait un projet de construction d'un abattoir moderne à Kagbelin, c'est un projet qui a été lancé depuis 2014. Et L'ancien ministre Mouktar Diallo. Mouktar Diallo, et c'est l'entreprise Djoura Maritech qui devait gérer ce projet. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et autre chose, monsieur le ministre, j'espère que vous n'allez pas utiliser la langue de bois. Récemment, vous avez refusé de signer un dossier qui est encore pendant sur votre table, relatif à un projet de 39 milliards. Pendant que le projet est en cours d'exécution, un autre dossier est venu tomber sur votre table pour financer encore le même projet. Qu'en est-il? Dites-nous en plus. Des questions. Sans oublier les questions de nos auditeurs aussi. Bien. Ok. Merci beaucoup. Vol de bétail. La question a été posée en ligne. Ouais. On me dit ça souvent et j'ai rencontré toutes les fêtières qui m'ont dit qu'ils sont victimes de vol. Souvent, quand on vole, on voit le coupable, on ne fait rien. Je leur ai dit, si un seul cas comme ça se passe, vous avez mon numéro. Je parle même à vos camionneurs quand ils ont des problèmes. Ouais. Appelez-moi. L'État va prendre ses responsabilités. Sincèrement, si quelqu'un a un quelconque cas dans lequel un voleur est identifié, il est devant tout le monde, on ne lui a rien fait, qu'on passe par vous. L'État va prendre ses responsabilités. L'impunité dans ces pays, il faut que ça s'arrête. Ouais. Bilan concret à date, je vais dire de nous donner un petit temps parce que nous sommes dans un secteur qui ne voit pas ses résultats dans l'immédiat. Vous le savez tous, quand tu prends une campagne, c'est à la fin de la campagne, tu sais si tu as des résultats ou pas. Donc, on va parler de beaucoup d'inputs. Là, on a fait ceci, on a fait cela. Tout cela pourra être jugé à la fin de la campagne sur la base de la production. Pendant que votre budget a été doublé, monsieur le ministre. Oui, la part du budget du secteur agricole a été doublée. Voilà. Cela veut dire donc il faut des résultats concrets. Effectivement, donc on va mesurer à la fin de la campagne. Donc attendez, donnez-nous un petit temps, vous allez voir à la fin de la campagne ce qui va se passer. Bien. Et l'abattoir de Kakimbo que j'ai visité peut-être la 7e fois ce matin, parce que je suis allé là-bas encore avant de venir ici. Très bien. Je suis fréquemment. Ouais. C'est pas beau à voir, ça fait pas plaisir. C'est pour cela qu'il faut forcément transférer cet abattoir-là à Kagbele. Ouais. Et comme vous l'avez dit, ce dossier il est arrêté. Et quand je suis venu, j'étais si pressé de relancer ce dossier-là et que j'en ai parlé au ministère du Budget, à monsieur le président de la Transition, qui ont tous donné leur OK. Donc le président a dit de tout faire pour finir l'abattoir. Donc quand j'ai commencé à voir qu'est-ce qu'il faut faire pour relancer l'abattoir, je me suis buté aux conséquences un peu de la gestion passée. Parce que je ne peux pas avancer. Ce qui s'est passé, on a signé un contrat de 21 milliards pour faire l'abattoir. Donc l'État a payé, je crois, 18 milliards environ, un peu moins de 20 milliards dans le contrat. Sauf qu'après avoir payé environ 20 milliards, je pense que le bon montant c'est 18. Après avoir payé ces montants, celui qui a le contrat a dit qu'il faut payer 30 autres milliards pour finir le travail. Djoura Maritech. Ce qui est difficile, un contrat initial de 21 milliards et la loi autorise un avenant qui ne dépasse pas 20%. Donc si on doit ajouter 30 milliards à ça, ça veut dire qu'on a un avenant de plus de 100%. Vous confirmez que c'est Djoura Maritech, oui, l'entreprise? Oui. Donc il paraît que les études n'ont pas été bien faites, ce qui fait que moi je n'ai aucun moyen d'ajouter 20 milliards à un contrat
qui était initialement 30 milliards à un contrat qui était initialement de 20 milliards. Ce qu'il faut faire alors, il faut étudier pour connaître la valeur de ce qui a été fait, savoir si c'est nous qui devons à l'entreprise ou si c'est tel qu'on doit à l'État, et mettre fin à ces contrats pour faire un nouvel appel d'offres et recruter quelqu'un parce qu'on ne peut pas signer d'avenant. Le montant demandé dépasse l'avenant autorisé par la loi. Donc, quelqu'un demande pourquoi on accepte l'export des fruits pendant que c'est cher en Guinée. Oui, la cherté en Guinée n'est pas forcément due au fait qu'on exporte, c'est surtout dû au fait que nous, États, sommes encore incapables de mettre en place des bons systèmes de stockage et de drainage de ces produits vers les marchés de consommation. Donc nous reconnaissons cette faiblesse-là que nous avons et nous essayons sincèrement de trouver des solutions. Parce qu'on est en train de travailler sur des chambres froides, on est en train de voir beaucoup de choses qu'on essaie de faire. On est conscient, le problème c'est pas l'export, le problème c'est que l'État n'est pas capable de mettre en place, d'aider les privés à mettre en place des bons systèmes de stockage. Bon, il en a de même en ce qui concerne les boucheries. Est-ce qu'on va avoir des boucheries communales avec des chambres froides? Justement, est-ce qu'il y a un plan, est-ce qu'il y a des projets dans ce domaine? Mohamed Kaba a posé la question sur les projets en termes d'abattoirs et de boucheries. Est-ce que dans d'autres pays, il y a des boucheries communales? C'est encore une fois la gestion, je vous le disais, quand la politique est très forte dans le pays est difficile. Le président Alpha Condé avait pris des initiatives pour faire des boucheries communales. La boucherie de Ratoma, quand on construisait, l'État avait avancé l'appel d'offres fini, le contrat signé, on a payé un montant. En pleine construction, quelqu'un est venu avec un bulldozer, un privé. Il l'a cassé, que c'est sa terre. Il a mis sa maison. La boucherie de Matoto, l'État a fait la même chose, appel d'offres, tout. En pleine construction, quelqu'un est venu dire que c'est pour lui. Il paraît même qu'il a mis ses briques sur les briques de l'État pour finaliser et en faire son bâtiment. Donc, c'est des choses comme ça qu'on a à gérer, il y en a beaucoup. C'est pour cela que la récupération des domaines de l'État est une priorité du gouvernement. Dans les autres pays, en général, c'est l'État qui vient prendre les terres, mais nous, ce sont des privés qui sont venus évincer l'État. Donc, le projet existe, on travaille là-dessus, on doit faire la clarté sur toutes ces questions-là et voir comment on va avancer. Des dernières questions, il voyage avec sa famille, ses frères, ses amis, mais... C'est des petites questions, hein. C'est l'intox. Oui, on ne peut pas faire des choses comme ça sous le colonel Mamadi Doumbouya. On ne peut même pas penser à faire des choses comme ça. 39 milliards, refus de signature. La presse est quand même rapide avec les informations. Vous avez ça sur vos tables. Ça, c'est un peu récent. On m'a envoyé des contrats signés. J'avais environ 140 milliards de contrats à signer. C'est quand même beaucoup d'argent. Donc il faut que je m'assure que je signe des contrats valables. J'ai mis des équipes sur le terrain pour voir vraiment si c'est des travaux qui doivent être financés par le ministère. Sur ces 39 milliards, j'ai vu qu'il y a un autre contrat sur les mêmes routes. Donc le ministère des TP a déjà payé pour faire le travail sur ces routes-là. Il s'agit de quel axe routier? C'est Dalaba-Tougué, je crois. C'est Févet-Dalaba, en tout cas. Donc on m'a envoyé des contrats sur les mêmes routes. Heureusement que j'ai envoyé mes équipes sur le terrain. Si j'avais signé ça et que la presse avait vu ça, on avait dit que j'ai fait du double emploi, que j'avais pris cet argent. Heureusement que j'ai envoyé mes équipes sur le terrain. Ce contrat donc ne peut pas être signé parce qu'il y a déjà un autre contrat de l'État. L'État ne peut pas payer 2 fois le même service. Et des investigations vont être faites sur ça. Et comme vous le savez, le CNRD, ils ne toléreront pas ça. C'est quel projet, monsieur le ministre? Mais est-ce qu'il y aura des sanctions contre les personnes à l'origine de cette entourloupette? Cette tentative de double financement. J'ai déjà donné des instructions de suspendre les cadres qui sont directement impliqués dans ça. Parce que c'est seulement hier soir que j'ai eu toute la confirmation de ça. Donc je me demande comment ils font pour ça. Vous faites si vite. Mais monsieur le ministre, c'est qui le coordinateur de ce projet? C'est le week-end que je l'ai. C'est quel projet concrètement? C'est le week-end que je l'ai su. N'esquivez pas la question, c'est quel projet? Non, comme c'est M. Kema qui a posé la question, il doit connaître le projet. Ah mais non, moi je ne connais pas. Donc c'est le projet AgriFarm, on n'a rien à cacher. C'est le projet AgriFarm. Donc on va prendre des mesures par rapport à ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, la bonne nouvelle, c'est que l'argent de l'État n'est pas sorti. Donc on va utiliser cet argent pour faire autre chose. Oui, Talibé, 2 dernières questions sur le secteur de l'élevage avant d'aborder l'agriculture. Oui, 2 dernières questions. En tout cas, certains, du point de vue de la médecine vétérinaire, se demandent qu'est-ce que vous faites pour améliorer la santé animale déjà en termes de vaccination, de désinfectants, d'antibiotiques, d'anti-infectieux.
mais aussi certains parlent de la nécessité de la mise en place d'une usine d'aliments pour bétail et volailles. Est-ce que vous y pensez? Parce que la question se pose aujourd'hui avec acuité. Bien. Merci beaucoup. La médecine vétérinaire et l'usine d'aliments pour bétail. Je vais commencer par la deuxième question. Il y a déjà des usines privées d'aliments pour volailles. Ouais. On préfère que l'État fasse ces productions-là, parce que l'État n'est pas un bon producteur, vous le savez tous. Donc on est en train de discuter avec le plus grand producteur privé d'aliments de volailles ici, sur comment l'accompagner pour qu'il parte à l'échelle. Parce qu'il a un problème d'intrants, il a un problème de maïs, on est en train de l'accompagner sur comment accéder au maïs. Il est en discussion avec le Fonds de développement agricole qui est bien disposé à le financer pour qu'il parte à l'échelle. Mais pourquoi vous parlez régulièrement du maïs, monsieur le ministre? Non, expliquez-nous. Bien. Le maïs, il est indispensable aux agriculteurs, il est indispensable aux bovins, il est utile à l'homme. C'est un produit clé, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les animaux. Donc le maïs et le soja sont au centre de la production alimentaire mondiale. C'est des produits très stratégiques pour tous les pays. Ouais. Donc il y a ça. La deuxième question sur tout ce qui est santé animale. Ouais. C'est vrai que notre pays, nous ne sommes pas encore en bonne position par rapport à l'existence des pharmacies vétérinaires à travers le pays. Mais sincèrement, nous sommes en train de discuter avec des privés parce que ce sont les pharmacies privées qui sont là pour les hommes. Il faut qu'on ait aussi des pharmacies privées pour les animaux. Il y a des pharmacies privées qu'il faut renforcer pour qu'elles soient présentes dans toutes les préfectures de la Guinée. Elles ne le sont pas. On est en discussion avec elles sur comment on va mettre à leur disposition des ressources, des fonds. Et nous, on va demander en contrepartie la présence dans toutes les préfectures de la Guinée. C'est vraiment bien avancé et on pense qu'on va le faire cette année. Bien. Juste, il vous arrive de penser, par exemple, à contacter la compagnie de production de vaccins du côté de l'Égypte, du Caire, Vaxera, qui produit des vaccins pour, en tout cas, dans le cas de la santé animale. C'est important parce que je viens de là, dans le cadre d'une mission, donc c'est peut-être une recommandation. L'Égypte disposait véritablement à aider l'Afrique noire. On parle de l'agriculture avec vous, Akoumba. Juste une recommandation, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour aborder le volet agricole, monsieur le ministre, dans toute mon ignorance, j'imagine que l'agriculture représente une bonne part de notre économie rurale. Mais commençons par les industriels, la Sogipa. Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que je ne voudrais pas être la source des ennuis pour l'ancien directeur, mais j'aimerais bien savoir quel est l'état des lieux, quelle est la situation actuelle. Et puis vous avez aussi, je vous ai saisi en privé, vous avez eu ce cas de courrier. Ce courrier polémique. Vous nommez, monsieur le ministre, votre subordonné qui vous nomme. C'est quand même un peu curieux là. Ahuri Sawai. Oui. Et ça, c'est pas une discussion de bar, c'est très curieux là. Ça, c'est une discussion de Poda. Voilà. Ta danse favorite. Ma danse favorite. C'est mon grand, on se voit là-bas. Faut pas me mettre à mal avec mon épouse. Bien. Non. Sincèrement, mon subordonné ne m'a pas nommé. Bon, le terme subordonné, il est un peu fort. Mon collaborateur ne m'a pas nommé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis désigné intérimaire à la Sogipa quand j'étais à Kindia. Pour quelle raison? On avait interviewé les personnes, une liste de personnes pour être le directeur général de la Sogipa. Donc, les interviews étaient en cours et comme le DG avait eu les ennuis que vous connaissez, il y avait une entreprise, parce qu'il n'y avait pas de DGA, il y avait une entreprise sans DG, sans DGA, il faut quelqu'un. Donc j'ai envoyé mon inspecteur général comme DG par intérim. Il est parti, ma chef de cabinet l'utilise tellement qu'elle ne voulait même pas que je le nomme. Mais c'est un gars très compétent, une ancienne de la Banque centrale. Donc il est parti faire 2 à 3 semaines là-bas. On avait vraiment besoin de lui à Conakry pour toutes les investigations dont je viens de parler. Il fallait qu'il revienne, il est revenu. Mais comme les interviews avaient avancé, je ne voulais pas encore mettre une autre personne, peut-être pour 2 ou 3 jours. Puis après, on va l'enlever. J'ai dit, bon, je vais le faire moi-même. Il n'y a pas de problème, c'est 2 ou 3 jours. Donc, j'ai signé cet acte quand j'étais à Kindia. Je l'ai envoyé à l'inspecteur qui l'a envoyé. Donc, le directeur de gestion voulait informer les cadres pour dire que l'inspecteur général n'est plus l'intérimaire. C'est maintenant le ministre qui assure l'intérim. Il a fait une note d'information dans laquelle note, il a fait référence à la décision que j'ai prise pour me mettre. Donc, il dit conformément à cette décision, il a mis le numéro. Donc c'est maintenant le ministre qui fait l'intérim.
On dit qu'il m'a nommé, mais il peut pas nommer son patron. Qu'il soit ministre ou pas, il peut pas nommer son patron. Et après, j'avais la note là, j'avais envoyé à quelqu'un qui m'a interpellé. J'ai dit non, pardon, il ne faut pas mettre ça sur les réseaux sociaux. J'ai dit c'est pas grave, c'est rien. Ça va s'arrêter dans 2-3 jours parce que je savais que le processus était en cours pour nommer la nomination du le nouveau. Après, cette note est sortie, ils disent mais il s'énorme, il veut tous les pouvoirs. Ben, il veut pas tous les pouvoirs là. Peut-être même toutes les primes. Non, C'est pas un chasseur de primes. Même l'inspecteur général n'a pas pris de primes. D'ailleurs, vous me donnez une bonne idée. Pour mes 3 jours, il faut qu'on me paye mes primes. L'inspecteur général aussi n'a pas eu de primes. Mais quand je vais retourner, quand il va réclamer ses primes, c'est vous qui allez payer parce que c'est vous qui avez donné l'idée. Bien. Allez, donc. Le sort de l'ancien. Akumba a parlé de ça tout à l'heure. Oui, le sort de l'ancien. Et surtout, puisqu'on parle de l'agriculture, vos relations avec la chambre de l'agriculture, comment est-ce que ça se passe? Oui, enchaînons-en, parce qu'on parle du riz là et des champs. Bien, on va y arriver. On va y arriver à Kumba. On va répondre. Non, commençons dès maintenant là, parce que c'est le champ. Le champ, c'est le matin. Oui, non, on va y arriver. Mais il faut qu'on en parle maintenant là. D'abord, sur l'ancien DG, sincèrement, Bémi, je vous assure que c'est une affaire judiciaire. Je vous assure que quand on l'a limogé pour ces affaires-là, je n'étais pas au courant quand on le limosait. Il a fait quelques jours avec la gendarmerie sans que je ne sois au courant, parce que c'est une affaire judiciaire qui vraiment desquelles je ne me mêle pas. Donc, c'est en cours, je sais sincèrement passer à quel niveau. Et vous le savez que si on se mêle de ça, c'est encore dans la presse qu'on dira que vous vous mêlez dans les affaires judiciaires. Donc, mais monsieur le ministre, pendant ce temps, comment va la Sogipa? Parce qu'on sait que quand vous êtes arrivé là, vous vous êtes saisi de l'affaire Sogipa. Elle va pas bien. Oui, mais qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que vous avez changé entre-temps, monsieur le ministre? Oui, je pense qu'aujourd'hui, en termes de charges, on est en train de réduire la masse salariale. Et donc, on est en train de contrôler les coûts de fonctionnement. Ça avance bien et on pense qu'avec la nouvelle équipe très dynamique, on va changer les choses. Donc l'autre question sur la Chambre, je vais vous dire qu'avec la Chambre, comme avec toutes les entités de mon ministère, c'est pas une entité 100% des ministères, c'est une entité mixte. Ça va dans l'ensemble sincèrement, mais souvent il y a des questions sur lesquelles on ne s'entend pas. Donc quand on ne s'entend pas... Donc la question des engrais, monsieur le ministre. La question des engrais, je pense que globalement on s'entend. Mais c'est vrai que ces derniers jours, il y a eu des questions sur lesquelles on ne s'est pas entendu. Quel aspect? Ouais, mais tout semble rentrer dans l'ordre. Oui, au niveau de la distribution de l'engrais, j'ai impliqué un peu plus le ministère qui avait pris beaucoup de retraits. Donc actuellement, il y a une gestion mixte de l'engrais, de la distribution de l'engrais acheté par l'État. C'est extrêmement important. Pas par la Chambre? Non, il y a des engrais qui ont été achetés par la Chambre, mais garantis par l'État. La Chambre doit rembourser. La Chambre quand même a tout de même contracté une dette auprès d'une banque de la place et l'État adossé à Freezing Bank pour acquérir cette quantité d'engrais. Exactement. Comment du jour au lendemain c'est une propriété de l'État? Je vous pose la question, monsieur le ministre. Deux choses. Il y a deux stocks d'engrais que la Chambre gère. D'abord, il y a une ligne de 14 millions de dollars de prêts que la Chambre gère, mais garantie par l'État, c'est extrêmement important. Et gérée par Afriland, la ligne provient d'Afrexim. Ça, c'est une première chose. Il y a un deuxième Quelle est cette quantité? Le montant, je connais bien un peu plus le montant que les quantités physiques. C'est 14 millions de dollars, le total du prêt, la ligne. C'est pas forcé que la dette soit de 14 millions parce qu'on tire, on rembourse. Donc, il y a cette relation-là. Un autre stock... acheté par de l'argent payé par l'État directement. L'État a payé 60 milliards. Donc, on a utilisé une bonne partie de ça pour acheter un autre stock. C'est donc le stock là, la gestion de ce stock qui implique le cadre de l'État avec la Chambre aujourd'hui pour s'assurer que l'argent de l'État qui est dedans est remboursé et que l'engrais est distribué conformément à la volonté de l'État. Bien, donc tout se passe bien. Il n'y a pas de hiatus entre vous et la Chambre sur la question de l'engrais. Bon, moi je pense que tout se passe bien. S'il y a des trucs, la Chambre nous le fera savoir. Bien. Allez, Mamadou Wuri, je voulais vous ramener sur l'immersion gouvernementale. Parce que vous étiez de cette immersion, comme d'autres collègues au sein du gouvernement. Vous avez fait des constats également sur les deux secteurs dont vous avez la charge. Globalement, qu'est-ce qui remonte comme constat par rapport à ces deux secteurs? Oui, l'immersion, pour moi, était une suite des activités que j'ai menées déjà sur le terrain à travers les agrotours. J'avais déjà été dans 20 préfectures de la Guinée en tant que ministre.
Avec l'immersion, j'ai fait 9 préfectures supplémentaires. Non, 11 préfectures supplémentaires que j'ai faites à travers l'immersion. Le constat, il est à 2 niveaux. Au niveau de l'administration d'abord, nous avons oublié nos frères qui sont à l'intérieur du pays. Nous avons oublié l'administration à l'intérieur du pays. On ne les renvoie pas d'argent. Ouais. On ne tient pas compte de leur infrastructure. On ne les renvoie pas de moyens de déplacement. Quand je venais au ministère, on venait juste d'arriver en novembre. Il fallait faire vite avec le budget. On n'avait pas toutes les informations. Il n'y avait pas toutes les équipes. Donc je me suis dit, bon, pour les voitures par exemple, je vais acheter 15 voitures. Certainement, il y a quelques voitures sur le terrain, je vais remplacer les anciennes voitures. Donc j'ai inscrit 15 voitures au budget. Ouais. Pour les motos, je me suis dit que dans chaque commune rurale, il doit y avoir un représentant du ministère de l'Agriculture. Donc 330 et quelques communes rurales. Bon, j'ai dit, je vais acheter 200 motos pour remplacer les motos qui sont gâtées. Ouais. Après, quand j'ai fait le constat, il n'y avait aucune voiture. Ouais. J'avais aucune voiture. Pendant que j'ai inscrit 15 voitures au budget. Quand j'ai fait le constat sur les motos, il y avait... Ils m'ont dit 20 motos qui est le service qui doit être dans toutes les communes rurales avait. Ouais. Bon, moi, je m'attendais au moins qu'ils aient 150 motos. Donc, il n'y avait pas d'existant pratique. Il n'y avait pas grand-chose, sincèrement. Ouais. Et sauf que sur des projets, des motos ont été achetées. Ouais. Même, c'est après-demain, je dois discuter avec un bailleur qui a acheté des motos. Ouais. Les motos ne sont pas sur le terrain. Et ben. Donc, il y a beaucoup de ces choses au ministère de l'Agriculture. Sincèrement, ça a été une vache laitière. Ouais. Ah oui, je le dis encore. Ah oui. le président Alpha a mis l'argent dans ce secteur. Oui, parce qu'il y avait quand même environ 7 ministres. 7 ministres de l'Agriculture, y compris lui-même, le président Alpha Condé. Oui, c'est parce qu'il était quand même un peu fatigué de ce que les ministres faisaient de l'argent qu'on mettait, qu'il a décidé d'être lui-même ministre de l'Agriculture. Ouais. Donc ça parce qu'il n'arrivait plus à trouver le bon cheval. Effectivement. Bien. Non, c'est un peu triste ce qu'on voit au ministère de l'Agriculture, parce que sincèrement, comme le ministère de la Santé, ce ministère travaille pour les plus démunis du pays. Ouais. C'est quand même pas très confortable de se servir comme ça de l'argent des plus pauvres du pays. Ouais. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a une difficulté. On a le budget, ça sort pas vite. Parce que les gens veulent se faire sortir mal, comme les 39 milliards dont vous parlez. Ouais. Les gens veulent que ça sorte vite. Non, il ne faut pas que ça sorte vite. Ça doit sortir bien d'abord, avant de sortir vite. C'est pour cela qu'on est un peu là même dans l'exécution de nos budgets. Ouais. On a mis des budgets à notre disposition. On n'a pas de problème de décaissement, comme on le voyait avant. Tu as le budget et tu ne peux pas décaisser. Le ministère du budget nous précise, vous pouvez décaisser vos budgets, mais c'est nous qui ne venons pas, parce que les choses nous arrivent surfacturées. Vous avez décaissé votre part de DTS ? La part de DTS devait aller à l'abattoir de Calbelin. Je vous ai donné la situation. Il faut que je reprenne toute la procédure de passation des marchés. Donc l'argent il est disponible, mais il n'est pas décaissé. Parce qu'il faut faire une procédure transparente de passation des marchés. Je ne peux pas ajouter 30 milliards à un contrat qui était initialement de 20 milliards. Bien. Si je fais ça après la transition, on va m'inviter à la CRIEF. À la CRIEF. Donc vous avez fait le constat. Mamadou, si tu permets, il parlait du constat de niveau sur l'immersion. Vous évoquez le volet administratif. Le volet productif. Bien. Les populations ne nous font pas confiance. Oh là là. Les paysans ne nous font pas confiance. On leur a promis beaucoup de choses. Rien n'est arrivé. Même quand on doit leur parler, j'ai ri, j'ai dit, je sais que tout ce que je vous dis, vous ne me faites pas confiance. Ouais. Il ne nous faut pas confiance. On vous a vu à Farana, un peu partout à Guinée, à travers la Guinée, en train de discuter avec ces paysans. Ouais. Et vous avez le sentiment qu'ils ne font plus confiance aux autorités. Ils ne font plus confiance, sincèrement. On doit restaurer. À l'État ? Oui. l'État. Oui, ils ne font plus confiance. Et ils ont raison. Combien c'est triste. Nous avons raconté tout le boba la saison. Oui. Et là, nous avons besoin de restaurer cette confiance. C'est pour cela, avec mon conseiller que vous connaissez, Ifono, on a un tableau. Tout ce qu'on a vu sur les terrains, est-ce que ça s'est fait? Souvent, c'est des choses aussi petites que 5 millions qu'on a demandé à l'État pendant 10 ans, on ne leur a pas donné. Je suis sûr que le président Alpha Condé voulait donner ces 5 millions-là. Peut-être que quelqu'un a demandé 5 millions. Ou qu'il les a donnés. Oui, il les a donnés, effectivement. Quelqu'un a donné 5 millions, ce qui se passe. Ça va au niveau du premier, lui dit bon, c'est non les 10 millions qu'il a demandé. Au deuxième, lui va à 100 millions. Troisième, ça va à 200 millions. C'est 5 millions qu'on a demandé en bas. Donc finalement, quand ça vient 200 millions pour faire sortir ça, c'est difficile. Soit ça sort pas, ou ça sort, on se partage. Même les 5 millions n'arrivent pas. C'est très compliqué. Comment casser cette chaîne-là? C'est pourquoi il faut mettre en place un système qui permet d'accéder aux petits paysans. Comment lui parler lui-même directement. Notre travail, donc, c'est restaurer la confiance. C'est sur ça on est. Et sincèrement, je peux dire que ça commence à venir petit à petit. C'est encore mais comment ça se passe avec les organisations paysannes
et les groupements de femmes, les jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole? Est-ce qu'il y a un dialogue qui est mis en place ou qui est envisagé? Non, il y a un vraiment, cadre de dialogue. Il y a vraiment un dialogue direct aujourd'hui avec certains jeunes agriculteurs avec qui se distinguent. Et avec le groupement, deux des plus gros étaient en Guinée et à Conakry ici il y a une semaine pour travailler avec nous. Ouais. Ils disaient que... Le groupement des femmes. Ça, c'était le groupement, non pas des femmes, le groupement en général. Ouais. Le groupement des femmes, là, on a du budget, on a 10 milliards actuellement disponibles. Ouais. Donc, qu'on peut décaisser demain Ouais. pour financer 400 groupements de femmes. Et avec 10 milliards, ça fait beaucoup d'argent pour le groupement. Ouais. Mais comment sélectionner le bon groupement? On est en train de travailler sur ça. Sur les critères. Hein. Ouais, une équipe ira sur le terrain. Ouais. Ça, c'est la volonté de Monsieur le Premier ministre, conformément au souhait du président, parce qu'il ne joue pas avec tout ce qui est femme. Ouais. Donc, cet argent doit sortir, mais il faut que ça sorte bien. Bien. On a aussi une autre enveloppe de 10 milliards pour les étudiants en situation de classe. Donc, les ministres de l'enseignement technique et la ministre de l'enseignement supérieur sont en train de sélectionner au sein des universités agricoles les étudiants qui vont bénéficier de ces financements. Donc, notre objectif, c'est sincèrement que dans les 2 semaines, les premiers montants soient décaissés, parce que l'argent, il est là, il est disponible, il faut juste faire le choix. Il n'y a que l'ISAP de Farana. Non, il y a les écoles nationales de l'agriculture. Bien. Il y a l'école d'élevage à Dalaba. Mais il y a un problème. Sur cette question Il de n'y a pas l'immersion. la prime, par exemple, de l'immersion, le budget chiffré de l'immersion. Le ministre Morikoni nous a dit personnellement qu'il a reçu que c'était 650 000 par jour. Est-ce que c'était votre cas? Par personne? Par personne, oui. Non, chez moi, c'était 600 000 par jour. Il n'y avait pas 50 000. Bon, c'est presque le même montant. Ouais, c'est environ la même chose. Mais c'est environ la même chose. Oui, Bien. mais c'était le budget est expiré à combien? Au ministère de l'Agriculture? Non, mais le Moi, nombre j'ai- Vous de avez jours- fait 3 semaines carrément. Vous avez débloqué Oui. combien? Non, un mois. Un mois. Au nom Oui. de la transparence. Moi, j'ai voyagé avec quoi? Mon chauffeur, garde de corps et ma secrétaire. On était 4 dans une seule voiture. Ça coûte, Donc la plus petite délégation. ça coûte absolument rien à l'État. Ah si. Il y a les directeurs mais- généraux. Le carburant. Non, par rapport au travail qu'on a fait, Ouais. une équipe, c'est Réduite. extrêmement modeste. Ouais. Les ministres voyageaient avec des camions là, et 10 voitures dans ces pays-là. J'ai voyagé tout seul, dans une seule voiture. On était même coincés. Les ministres ne voyageaient même pas avec une personne derrière parce que ça sert. Ouais. Donc c'est plus que normal. Bien. La décence, vous Poussée à l'extrême, remarquez, hein. oui, c'est depuis le sommet. Ouais. C'est le président de l'administration, il donne l'exemple. Il est dans le petit palais, il n'est pas allé dans le gros, Ah, il est modeste. Le Il- petit il- palais. Mais le il nous le donne- gros il n'est nous pas donne- approprié. il nous Absolument. donne- il nous donne Il est l'exemple. hanté. Ah, Non, le gros est hanté. Encore Bien, hanté. on va laisser sur les... Monsieur- On va revenir. Monsieur Ouais, Abokar, je voulais ouais, juste enchaîner avec, permettez-moi. avec Mohamed. La décence, c'est à tous les niveaux. Je voulais juste enchaîner avec Mohamed, mais ma question sera peut-être celle qui ramasse un peu. Aujourd'hui, vous êtes au ministère de l'Agriculture. Vous avez constaté, une fois encore, vous allez me rectifier, vous avez constaté qu'il y a des financements qui peut-être ne sont pas allés au bon endroit. Comment faire pour que l'argent public guinéen ne soit pas comme l'huile de palme que vous connaissez bien, parce que partout où l'huile de palme passe, elle laisse des traces. Comment faire en sorte que l'argent public destiné à des projets, notamment dans votre département, ne laisse pas de traces sur son circuit avant d'atteindre les endroits? Vraiment, une bonne question. parce Pour que une fois. C'est le grand... Bien. Oui, quand la question ne fait pas d'affirmation, elle est bonne. Bien. Ouais. Donc, on a un sérieux problème avec ça. Quand on est venu, les marchés de ces projets, d'abord avec la santé, c'est le ministère qui a le plus de projets. Une vingtaine de projets dont le montant global peut dépasser 500 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Donc, ils se jettent partout. Tu n'es pas au courant, les marchés sont là. D'abord, on a créé une plateforme en ligne sur laquelle tous les marchés du ministère doivent être postés. Donc, sur mon téléphone aujourd'hui, je peux juste regarder pour savoir tous les marchés qui sont en train de se passer au ministère. Ouais. Et je peux vérifier les offres de X, Y, Z. Pas que moi. Vous pouvez vérifier si on vous donne l'accès. Donc, Ouais. au-delà de moi, le ministre des Finances, le Premier ministre, le Président peuvent vérifier les marchés qui se passent. Ouais. Souvent, pour bien faire, il faut se créer toi-même des garde-fous. Ouais. Donc, tous les marchés du ministère, ça fait qu'il n'y a pas de gré à gré, tout est posté là-bas. Bien. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons créé Il une... n'y a pas de gré à gré, monsieur le ministre. Depuis que je suis ministre, pour faire un gré à gré, tu dois faire un courrier au ministre des Finances pour demander de faire Une dérogation. Je n'ai jamais
jamais écrit, Adresser un courrier pour demander une dérogation pour gré à gré, et je ne le ferai jamais. Bien. Je dis à mes cadres, souvent c'est la bonne volonté qui t'envoie à la CRIEF. Souvent, la bonne volonté peut t'envoyer à la CRIEF. Souvent, les gens font les gré à gré de bonne volonté, mais même de bonne volonté, je ne ferai pas de gré à gré. De bonne foi, je ne ferai pas de gré à gré. Bien. Donc, tous les marchés se passent sur cette plateforme-là. On a créé une direction uniquement pour suivre les projets et programmes. Ça n'existait pas. On l'a créé. Nous sommes le premier à créer cette direction, qui a été saluée par le Premier ministre. Donc, vraiment, ça commence très bien. Tous les garde-fous sont mis en place. Oui, on est en train de restaurer la confiance des bailleurs. Vous parlez souvent du Premier ministre. Est-ce qu'il a un regard particulier sur ce secteur, puisque il vient quand même du FIDA, et de la FAO et tout cela. Bien. Non, il n'a pas de regard particulier. Il regarde tous les secteurs de la même manière. Et aussi, il y a la confiance. Il sait qu'on est en train de faire ce qu'on peut et qu'on a un minimum de compétences pour gérer ça. Bien. Ça se passe très bien. Bien, Mamadou Ouri, on va rester vraiment dans le schéma. Si on ne reste plus que 9 minutes. Pour rester dans le schéma Bakar, vous avez parlé tout à l'heure de l'immersion. J'ai une toute petite question et il peut déjà noter, monsieur le ministre, parce qu'à l'époque, j'ai écouté Jacqueline Sultan, qui a été ministre de l'Agriculture à l'époque, qui disait, à l'issue des tournées qu'elle a faites à l'intérieur, que les greniers étaient pleins. Est-ce que, à l'issue de cette immersion, vous avez constaté la même réalité ou tout le contraire? L'autre chose, c'est que le secteur de l'agriculture, c'est aussi les investissements ou les financements extérieurs. On parle des projets PNAFA, PEDEC, ainsi de suite. Mais des millions de dollars qui viennent souvent, 50 millions et plus. Et on a constaté que ces projets n'étaient pas bien gérés. Je ne sais pas quel est le constat que vous avez fait. Nos sources nous parlent pratiquement de 2 projets en ce moment. Je crois que vous avez connaissance. PDAIG. Le PMCR, projet de mobilité et de connectivité rurale, le PDACG, projet de développement de l'agriculture commerciale en Guinée, pour lesquels on doit recruter notamment des coordinateurs. Il semble que le dossier aussi, est bloqué avec la Banque mondiale. Qu'en est-il? Et après, je viens maintenant aux engins agricoles. Je vais maintenant écrire, parce que ça voilà. Bien, vous allez vous résumer. Première question. Est-ce que les greniers étaient pleins à l'intérieur du pays? Deuxièmement, les programmes et projets agricoles financés à coût de millions de dollars par les partenaires. Et troisièmement, les engins agricoles. Mamadou. Absolument, les engins agricoles. Qu'en est-il de la récupération des tracteurs, notamment avec la société de M. Kanyasi? Bon, je vais commencer par ça. Tous les tracteurs sont maintenant récupérés. Avant même ma domination. Combien de tracteurs, monsieur? Environ 180 tracteurs qu'on a trouvés, dont la moitié ne fonctionnait pas. Déjà, nous avons acheté. Il y a 100 nouveaux qui sont venus et il y a 115 autres qu'on est en train d'acheter. Bien. Donc, Donc on sera autour de 400 tracteurs. Oui, 400 tracteurs acquis par l'État au minimum. Et nous voulons que l'État se désengage de la gestion de ces tracteurs-là. Encore une fois, c'est pas le travail de l'État. Mais au même moment, Kanyasi, homme d'affaires malien, qui avait des attaches avec la gouvernance d'Alpha Condé, se plaint quand même de la façon dont tous ces engins ont été retirés. Il a mis de l'argent. Pas vraiment. Pas vraiment. Je n'ai jamais vu de plaintes de M. Kanyasi. Il est totalement d'accord avec je crois que ce sont les tracteurs de l'État. Donc on peut donner la gestion à quelqu'un et on peut reprendre la gestion quand on veut. Je n'ai jamais vu de plaintes, sincèrement. Il avait également la charge d'autres projets, notamment, comment je vais dire, du côté de Bangouya, si je me trompe, pour mettre en place des... bon, c'est un peu compliqué. C'est un acteur privé, qui est un agriculteur. C'est une famille agricole que nous connaissons tous en Afrique. Du côté du Mali. Donc voilà, il est dans ses affaires multiples, je ne les connais pas toutes. Mais ce que je sais, entre lui et l'État, il y avait les tracteurs, on a repris les tracteurs. C'est notre droit, il n'y a pas de problème, il n'a pas fait de réclamation. Ça se passe très bien, sincèrement. Très bien. Les 2 autres questions. Donc, c'est le grenier, il est plein. Oui, parce que c'est bientôt la période de soudure. C'est même déjà la période de soudure. On est en plein dans cette période de soudure. Le grenier n'est pas plein. On sait que le grenier n'est pas plein. C'est un pays qui importe le tiers de sa consommation de riz, qui importe une grande partie de sa consommation de produits de volaille, depuis toujours, depuis très longtemps. Donc je ne sais pas en quoi on pourrait se permettre de dire Monsieur que... on se suffit en quel produit de première nécessité actuellement en Guinée? C'est un peu un triste héritage colonial. Nous sommes premiers producteurs de fonio. Le fonio est un bon produit alimentaire qu'on ne consomme pas beaucoup.
C'est l'un des rares produits au monde dont on est premier producteur, par exemple. Bien. Donc, les projets PMCR, projet de mobilité et de connectivité rurale, un projet qui ne fait pas plaisir à notre pays, environ 40 millions de dollars, qui est là depuis plus de 3 ans. Le décaissement n'a même pas encore atteint 10%. On est maintenant à 60%. Pour la mobilité rurale, c'est pour faire des routes dans les zones rurales, construire des pistes rurales. Et pourquoi alors qu'il y a des besoins? Effectivement. Donc on a trouvé que le projet il est en panne. La Banque mondiale voulait fermer le projet. Donc j'ai discuté avec la banque. Je suis même allé ce jour-là au siège de la banque et j'étais en retard. J'ai pris un taxi moto qui m'a beaucoup aidé. Parce que je suis venu à la réunion sur un taxi moto. Ils ont quand même vu que ça c'est un grand engagement. Je leur ai dit pardon, donnez-nous la chance, ne fermez pas ce projet-là. On va relancer ce projet. Entre-temps, il y avait 10 coordinateurs de projets qui étaient allés à la retraite, dont le coordinateur du PMCR. Donc il est parti à la retraite. J'ai mis un intérimaire, j'ai fait un appel d'offres pour recruter un nouveau coordinateur. On a fait les interviews. On a transmis les résultats. Parce que la Banque mondiale, ce n'est pas elle qui recrute, mais elle doit regarder le résultat pour s'assurer que les procédures ont été respectées. Donc, on a envoyé les résultats d'abord du PEDAG il y a 1 mois. Donc, la banque a donné son accord sur le nouveau coordinateur. On est en train de signer son contrat. Voilà, il m'a même envoyé un message qu'il est maintenant en Guinée parce que c'est quelqu'un qui était à l'international. C'est ce salaire qui nous pose un peu de problème parce que j'ai très bien payé à l'international. On ne peut pas lui payer autant. On est en train de discuter sur ça. Pour le PMCR, le coordinateur aussi, j'ai transmis le rapport il y a 3 jours, je crois bien. Bien. On attend le retour de la Banque mondiale sur le rapport du PMCR. Tous les 2 coordinateurs doivent normalement prendre fonction dans les jours qui viennent. Les choses se gèrent bien. Mais ça doit aller vite parce que vous êtes un produit de la Banque mondiale. Bien. Oui, ça avance bien. Voilà. Bien. Et on va avoir 3 minutes pour parler quand même de riziculture et du projet coton. Exactement. On veut savoir un peu, monsieur le ministre, quels sont les projets, les acquis et les perspectives dans ce secteur important. Bien. Du coton. Et que du Non, la riziculture, parce que c'est le principal pôle d'activité. Et que dire du fonctionnement des rizeries quand même. Il y en a au moins 4 ou 5 qui ont été construites aujourd'hui qui sont pratiquement à l'arrêt. Je prends celle de M. Bobo Dequin. Pas à l'arrêt. Hein. Qui fonctionne. Ça n'a jamais fonctionné au fait. Voilà. Et même quel est l'avenir? Quel avenir pour l'huilerie de Dabola? Eh bien, bien. Et aussi, et moi quand même sur la plaine de Koundian, j'aimerais savoir. En tout cas, grand frère, vous n'allez pas aller au-delà de 2 Non, heures. non, mais c'est clair. Non, on a terminé là, franchement, on a terminé. Explique 2 minutes. Oui, Koundian, les travaux ont été faits, pas très bien faits. Ouais. Il faut améliorer les travaux. On peut pas abandonner. La surfacturation? Et non, je ne parlerai pas de surfacturation, sincèrement, sur Koundian. Il y a beaucoup de rumeurs de surfacturation. Pour le moment, j'en ai pas. Mais il faut que les travaux soient finalisés et que l'argent de l'État ne soit pas perdu. Ouais. Ça, c'est Koundian. La riziculture, les rizeries ne fonctionnent pas. Bobo Denke a une rizerie privée qui lui appartient. Je ne connais pas comment ça avance, mais les rizeries que l'État a construites, que le président Alpha Condé a construites, n'ont jamais fonctionné. Donc, on essaie de les faire fonctionner. On est sincèrement en train de nous battre parce que la Guinée perd au moins 20% de sa production de riz à cause de notre incapacité à moissonner, transformer et acheminer vers les marchés la production du riz. On est en train de travailler sur ça. Pour le coton, le projet coton, on a trouvé que l'usine est arrêtée depuis 2-3 ans, ça ne fonctionnait pas. Donc avec l'implication du ministère des Finances, on a vu, Monsieur le Président, très rapidement, il y a quelques mois, on a fait relancer l'usine. Les gens avaient produit le coton qui était stocké pendant plus de 2 ans, ce n'était pas acheté. On a racheté tous les cotons produits, on a tout transformé. Bien. L'usine donc a redémarré, toute la production est exportée. Et déjà, on a envoyé 1200 tonnes d'engrais au projet coton. Ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas eu d'engrais. On a envoyé déjà 1200 tonnes d'engrais au projet coton qui sont distribués. Et vraiment, la machine est en train d'être relancée. Bien. Voilà qui est bien dit. Ça n'est terminé. Oui, Mohamed, si tu peux même, Babin, oui. Non, c'est en 30 secondes. Si le ministre peut nous dire qu'il a déclaré ses biens. Parce qu'on en parle tous les jours. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Est-ce que vous avez déclaré vos biens? Bien sûr que oui. C'est le minimum quand même. Je l'ai fait avant. Oui, mais au nom de quelle législation? Au nom de quelle loi? Parce que c'est la bonne question. C'est ce qui a fait que j'ai retardé un peu parce qu'il n'y a pas trop de loi. Il n'y a pas une loi claire aujourd'hui qui dit comment le faire.
Ben, je l'ai quand même fait partout. Et c'est ce que Fatoumata Yari voulait Non, vous aider non, à avoir. Bon, peut-être que il n'y a plus assez de temps, mais sincèrement, ce sont que des spéculations sur tout ça là. Déclarer les biens, vous voyez quelle personne dans ce gouvernement qui ne peut pas déclarer ses biens. Non. On n'a pas. Non, C'est pas une question banale, monsieur le ministre. On n'est pas d'accord, monsieur le ministre. Pour moi, Vous avez déclaré certainement, mais pas tous. Pour moi, c'est une question vraiment Vous avez banale. déclaré auprès de qui? De quelle institution, monsieur le ministre? S'il n'y a pas de loi, c'est qu'il y a une jurisprudence au moins. Effectivement. Oui, il fallait respecter cette Non, jurisprudence. j'ai dit bien que je l'ai respecté là. C'est Voilà. d'accord. Votre déclaration, Est-ce que Vous avez déclaré quoi? votre huilerie est dedans? Tout ce qui est. Ou bien c'est une discussion de bar? Non, moi j'ai pas d'huilerie. Une huilerie, Ah, c'est bon. c'est beaucoup d'investissement. D'accord. Je dis pas que je n'ai rien fait avec l'huile. Une huilerie, c'est beaucoup d'investissement. J'ai jamais eu autant d'argent pour faire une vraie huilerie. Je suis pas aussi riche là. L'huile que vous m'approvisionnez là, elle venait d'où? Non, oui, c'est pas une huilerie, c'est une unité d'emballage de l'huile. Ah, C'est d'accord. extrêmement- C'est extrêmement- C'est clair. Votre Bien. déclaration de bien, vous l'avez faite auprès du colonel, vous lui avez déposé la déclaration ou à qui? Monsieur le ministre, au moins. Ouais, on peut comprendre. C'est que, encore une fois, tout ce que vous avez cité ici là, donc ça vous dit que j'ai pas fait cette déclaration. Toutes les sources que vous avez citées là, j'ai déclaré partout là-bas. Bien. Ah, d'accord. Grand merci à vous, monsieur le ministre. C'est quoi la Euh, fortune de monsieur le ministre? Non, mais- Avant d'être- Estimé à combien de milliards? J'ai pas compris. En La dollars, fortune- en dollars. La fortune du ministre Barry, estimé à combien de millions de dollars? Non. Je crois pas que je sois millionnaire en dollars. En dollars. Non. Ouais. Je suis Bien. suis pas aussi riche là. s'il vous Très plaît. bien. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous, monsieur le ministre, de vous Mais- avoir reçu dans cette émission. Ok. On estime avoir fait un tour d'horizon de l'actualité liée à ces deux secteurs, donc au fonctionnement et au développement de ces deux secteurs. Grand merci à vous, monsieur le ministre. Merci à tous les six. On en a terminé pour aujourd'hui. Derrière nous, c'est l'équipe de Ousmane Tolo. Merci à nos équipes à la régie. Demain, dès 8h, nous serons de nouveau ensemble. Continuez. Vous avez suivi l'émission Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.